Vous connaissez sûrement Bill Gates en tant que fondateur de Microsoft, l'une des entreprises cotées à la bourse de New York les plus importantes au monde, mais peu de gens connaissent vraiment la face cachée de son patrimoine, notamment qu'il s'agit du plus gros propriétaire agricole des États-Unis, avec pas moins de 100 000 hectares au total répartis un petit peu partout sur le territoire américain, et ce qui en fait d'ailleurs l'un des plus gros propriétaires terriens au monde. Alors pourquoi une telle stratégie? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec la terre? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. C'est parti. Quand on a gagné des milliards et des milliards de dollars avec un projet entrepreneurial, les investir dans quelque chose, c'est un peu une évidence. Par contre, la plupart des personnes à succès vont naturellement s'orienter vers des hôtels, vers des immeubles, vers des locaux commerciaux dans les plus grandes avenues des grandes villes du monde. Ou encore des hôpitaux, des maisons de retraite, etc., etc. De son côté, tranquillement, sans le dire à personne, Bill Gates, lui, a investi des milliards de dollars dans les terrains agricoles et notamment aux États-Unis. Tout ça faisant de lui d'ailleurs le premier propriétaire agricole, loin devant les grandes familles de paysans américains. Et en fait, en décortiquant un petit peu ce qu'il en dit dans certaines interviews, dans un de ses bouquins, on va dire qu'il y a trois principales raisons à cette stratégie. Raison numéro 1, la raison écologique. Comme vous le savez, Bill Gates, il investit énormément de son temps, de son énergie et de son argent dans des projets à vertu écologique. Et si vous avez déjà regardé le reportage sur lui sur Netflix, vous verrez qu'on parle de toilettes, de vaccins, de tout un tas de projets un petit peu comme ça. Et pour le coup, investir une partie de ses fonds dans les terrains agricoles ne font pas exception à la règle. Favoriser et protéger l'environnement qu'il y a autour de lui, notamment les terrains agricoles, est une de ses grandes lignes, sujet sur lequel de nombreux collaborateurs à lui travaillent au quotidien. Raison numéro 2, l'aspect entrepreneurial. En ayant investi dans des entreprises à vertu écologique, il va avoir un réel intérêt dans le fait de posséder des terrains agricoles, que ce soit pour fabriquer des steaks végétaux, qui est notamment un marché sur lequel Bill Gates a énormément investi. Et vous comprenez bien le cercle vertueux qui peut se mettre en place avec tout ça. Quoi de mieux pour un producteur de steak végétal que de posséder lui-même les terrains sur lesquels ces fameux végétaux sont produits. Et enfin, troisième raison, un petit peu plus obscure, l'aspect patrimonial. Je m'explique. La valeur d'un terrain agricole, elle est directement liée à sa capacité à produire une quantité X de tel ou tel élément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un champ permettant de produire en quantité importante du colza ou du blé n'auront pas la même valeur parce qu'ils ne permettent pas de produire la même chose. C'est ce qu'on appellera la vision microéconomique du terrain foncier. En fonction de la taille bien évidemment, mais surtout de la typologie de terrain, la terre avec laquelle il est constitué, est-ce qu'il est irrigué, pas irrigué, à quel endroit il est situé, quel est l'ensoleillement de ce dernier. En fonction de tout ça, la valeur du terrain va changer et c'est la raison pour laquelle un terrain dans le sud de la France, dans le Bordelais, en Bourgogne ou à Lille n'aura pas du tout la même valeur financière directement liée à la capacité de rendement que peut avoir un agriculteur sur ce même terrain. Deuxième aspect absolument fondamental, la notion de macroéconomie, directement liée à ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et pour le coup, de manière générale, sur ce graphique, on s'aperçoit directement que les terrains agricoles valent de plus en plus cher au fur et à mesure des années et ça traduit directement un impact macroéconomique de ces deux variables, l'offre et la demande, qui va permettre petit à petit de faire progresser cette catégorie d'actifs et ce pour des raisons évidentes. Il y a sur la terre de plus en plus de personnes à nourrir et de l'autre côté de la balance, il y a de moins en moins de terrains agricoles qui ne sont pas bâtis ou qui n'ont pas été revendus à des promoteurs pour construire de l'habitation. Et enfin, troisième raison, si on veut même aller plus loin dans notre raisonnement, le pourcentage de terres agricoles qui sont utilisables pour créer une agriculture qui soit performante, où il fasse pas trop froid, pas trop chaud, et donc on pourrait tout à fait tracer une ceinture autour du globe dans laquelle il est le plus pertinent d'investir dans les terres agricoles. Et bien le résultat de toutes ces composantes, c'est que le prix des terrains, il est parti à la hausse depuis les 20 dernières années. Visiblement, Bill Gates a tout à fait compris ce pari et on se retrouve tout de suite sur l'un de mes terrains pour rentrer plus dans les détails de comment foncièrement on peut gagner de l'argent avec un terrain qui n'est pas bâti. Alors maintenant, quand on a un terrain comme celui-ci par exemple, ou qu'on veut en acheter un, faut bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire dessus, parce que tout n'est pas possible. Étape numéro 1, ça va être de consulter le PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. En fait, il est édité, c'est un plan de zonage qui va définir que telle parcelle est plutôt consacrée à telle activité, que telle parcelle est plutôt
plutôt consacré à telle autre activité. On pensera aux zones urbaines prioritaires, zones d'activité commerciale, les fameuses ZAC, zones agricoles protégées. Enfin bref, si vous consultez le PLU de votre ville, ça ressemble grosso modo à ça. Une cartographie avec différents codes couleurs qui va définir telle parcelle est plutôt destinée à accueillir telle activité ou voire aucune activité d'ailleurs. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est de toujours demander à la commune dans laquelle vous allez réaliser votre projet, qu'est-ce que dit le PLU? Dites-leur, voilà, je veux faire un camping, je veux faire louer une terre agricole, je veux construire une maison dessus, et la ville pourra vous répondre avec certitude, voire même vous faire un certificat de non-opposition pour votre projet. En tout cas, je vous conseille vraiment de double-checker, surtout pour des montants importants. Étape numéro 2, discutez de votre projet avec la SAFER. La SAFER, c'est la Société d'agencement foncier et d'établissement rural. Grosso modo, c'est une entité qui est étatique, dirigée par l'État, mais à l'échelle en général de départements ou de régions, et qui a comme mission principale de préserver les terres agricoles et l'activité économique liée à l'agricole dans son territoire. Résultat des courses, si vous arrivez, que vous dites moi monsieur je suis investisseur, j'ai de l'argent, etc. Je voudrais acheter un terrain agricole pour y faire un camping ou je ne sais quoi. Et bien souvent la SAFER ne va pas être trop d'accord. Et si elle n'est pas d'accord, sachez qu'à chaque fois que vous allez acheter un terrain qui a une dénomination agricole, encore une fois sur le plan du PLU, la SAFER a un droit de préempter. C'est-à-dire que comme vous achetez un appartement en ville, la mairie peut se réserver le droit de l'acheter au même prix que vous l'avez acheté. C'est ce qu'on appelle le droit de préemption. Et n'importe qui a acheté d'un appartement doit purger le droit de préemption urbain, on appelle ça. Pour les terres agricoles, c'est la même chose, sauf que c'est la SAFER qui peut préempter pour elle-même, mais qui peut aussi préempter au nom d'un autre agriculteur ou d'un autre acheteur. En général, évidemment, ce sera un acheteur qui s'est engagé à réaliser une activité commerciale sur le terrain, comme celui dans lequel on trouve. Mais c'est pour ça que ça peut avoir une pertinence de d'abord consulter la SAFER, de leur dire voilà, j'envisage d'acheter telle parcelle de forêt, telle parcelle agricole pour derrière la louer à des paysans. Dans ce cas-là, ça posera pas trop de soucis. Mais si derrière vous avez un projet, discutez-en toujours parce que la SAFER pourrait vous bloquer. Enfin, troisième étape avant de vous lancer tête baissée dans votre projet, c'est de choisir vers quel type de projet vous allez vous orienter, et on va dire que plusieurs choix s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez décider d'acheter un terrain agricole afin de le louer à un agriculteur ou à un paysan, que ce soit pour de la céréale, pour l'exploitation des bêtes, etc. En général, on fera ça via ce qu'on appelle un bail agricole. Un bail agricole, c'est un bail de 9 ans avec 1 an de préavis, et c'est quelque chose d'assez contraignant. Grosso modo, vous ne pouvez pas récupérer votre terrain quand vous le voulez, donc c'est vraiment un investissement sur le long terme, une location sur le long terme pour l'agriculteur en question, donc à bien réfléchir. Deuxième possibilité, si vous avez décidé d'acheter de la forêt plutôt que du terrain, c'est de louer vos parcelles de bois à un exploitant forestier. Alors ça peut être soit un garde-chasse que vous allez payer, qui va lui ensuite gérer l'entretien de la forêt et la coupe d'arbres, ou alors de directement vous gérer en direct. Moi je vous conseille de jamais gérer en direct ce genre de choses là, mais pourquoi pas. En général on ne le fera pas pour l'argent, mais c'est ce qui permet de rentabiliser une partie de votre investissement. Vous allez ensuite vendre des stères de bois. Donc un stère de bois, c'est une pile qui fait 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre cube grosso modo, à des particuliers ou des professionnels qui vont venir faire leur bois, le couper, le ramener chez eux et vous payer pour vous remercier de vous prêter de toute façon leur forêt. Alors pour ce qui est de la coupe de bois, dans tous les cas, toute personne qui travaille dans le bois vous le dira, il est nécessaire pour qu'une forêt grandisse correctement de couper le bois par moment. Alors il y a pas mal de théories qui disent qu'un bois il doit être renouvelé, c'est-à-dire qu'on rase jamais une forêt complète, mais on en coupe une partie pour permettre à d'autres arbres de grandir, et c'est ce renouvellement des souches d'arbres qui va permettre de maximiser la biodiversité dans la forêt. Donc quand vous êtes investisseur, que vous avez investi dans une forêt comme celle-ci par exemple, vous avez la possibilité de louer à une activité forestière purement et simplement. Troisième option qui s'offre à vous, si c'est possible, c'est de construire, et donc de construire une maison, un lotissement, une résidence pour personnes âgées, ce que vous voulez sur votre terrain. Condition sine qua non pour ça, le dépôt d'un permis de construire. Un permis de construire, c'est grosso modo un document administratif sous forme d'un CERFA dans lequel votre architecte va expliquer les tenants et les aboutissants du projet, où est-ce qu'il fait des tranchées, comment est-ce qu'il amène l'eau, comment il se connecte au réseau public, etc., etc. La hauteur, la largeur, la couleur, et en fonction de tout ça, la municipalité va vous dire go ou no go pour votre projet, d'où l'intérêt de bien le potasser et de pourquoi pas d'ailleurs consulter la mairie en amont. Et quand il s'agit de faire une construction, vous avez encore une fois dans cette sous-catégorie de projet plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, qui est la plus basique mais la plus coûteuse, c'est de construire vous-même. J'ai ma parcelle de terrain, je vais monter ma maison individuelle dessus en gérant mes artisans, et je vais ensuite revendre la maison ou la mettre en location. C'est une possibilité.
Deuxième possibilité, vous allez revendre le terrain à bâtir. Donc je suis propriétaire, j'ai acheté un terrain, j'ai déposé un permis de construire pour faire, je dis n'importe quoi, 4 parcelles. Chaque parcelle, je vais les revendre à un constructeur qui lui va construire la maison et ensuite la vendre à ses clients. Enfin, autre possibilité, c'est de viabiliser et de découper un terrain. C'est l'étape, on va dire, un petit peu intermédiaire. Je vais acheter un terrain, je vais le découper et faire ce qu'on appelle une division parcellaire avec un géomètre. Je vais réaliser les différentes viabilités, c'est-à-dire le chemin d'accès pour le lotissement et une arrivée d'eau, une arrivée électrique pour chaque maison. Et ensuite, je vends le terrain viabilisé, soit à un constructeur qui va faire la maison, soit à un particulier qui va lui-même prendre son architecte pour faire la maison de son choix. Maintenant, encore une fois, autre alternative qui s'offre à vous si vous êtes propriétaire d'un terrain, c'est d'installer ce qu'on appelle une ferme de panneaux solaires. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Il y a des sociétés d'ailleurs spécialisées qui ne font que ça. À titre personnel, je ne l'ai jamais fait, mais je m'intéresse de près au projet parce que ça offre des rentabilités qui sont assez incroyables. Je vous invite à creuser le sujet sur internet si ça vous intéresse. Certaines entreprises pourront venir vous faire des devis en vous disant, je dis n'importe quoi, voilà, sur les 1000 m² qui sont là, on peut installer X panneaux solaires. Ces X panneaux solaires vont vous rapporter tant. Encore une fois, il y a des mairies qui mettent vachement en avant ce genre de projet. Il y a des mairies qui bloquent complètement ce genre de projet parce que c'est vrai que vu du ciel, c'est pas très beau. Mais malgré tout, ça permet de récupérer de l'énergie et à l'heure où on tourne cette vidéo, de l'énergie, on en a plutôt pas mal besoin. Autre option qui s'offre vous également, si jamais vous n'avez pas la possibilité de construire, soit parce que dans le PLU, il est indiqué que cette zone-là ne peut pas être constructible, et même si vous avez demandé à la mairie si on pouvait la passer en constructible, ce qui est possible, c'est votre droit de faire cette demande pour modification du PLU, bien souvent ce ne sera pas autorisé. À ce moment-là, vous pouvez décider de prendre le parti d'installer des logements modulaires, c'est-à-dire des logements qui ne sont pas fixes, qui sont modulables, qui sont sur roulotte. Je pense typiquement aux tiny house qui sont les plus connus des logements modulaires, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Ce que je vous conseille encore une fois, c'est de toujours discuter de votre projet avec la municipalité, leur expliquer que vous êtes sur un terrain agricole, qui a du charme, qui a un petit étang, qui a une forêt, et que une ou deux tiny house dans le coin en location courte durée, ça serait sympa, ça permettrait de créer de l'activité touristique, présentez-le sous ce biais-là et en général, ça passera. Option suivante qui s'offre à vous, c'est de créer une activité commerciale sur votre terrain. Alors là, on passe au stade de l'entrepreneuriat 2.0 puisque vous avez acheté un terrain, vous n'avez pas le droit de construire, vous ne voulez pas l'exploiter sous forme d'un terrain agricole, donc vous vous dites pourquoi pas créer une activité sur ce terrain qui me paye le foncier du terrain et qui en plus me rapporte de l'argent. À ce moment-là, sachez que dans le PLU de la majorité des villes, on a un certain nombre de terrains qui sont définis sous forme de zones d'activité touristique ou zones d'activité économique de loisirs par exemple. À ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez, en faisant la demande encore une fois, construire un camping, construire un club de cheval, construire un petit peu tout ce que vous voulez mais qui tourne autour des activités touristiques et de loisirs, et ça peut être une manière de rentabiliser votre projet. Pourquoi pas derrière de vendre un fonds de commerce ou une activité commerciale, bien évidemment si vous aimez ça. Et enfin, dernière option mais qui est réservée, et j'insiste là-dessus, à des investisseurs un petit peu plus aguerris qui ont déjà du patrimoine, c'est tout simplement de créer ce qu'on appelle de la réserve foncière. La réserve foncière, c'est quoi? Imaginez qu'un terrain comme celui-ci par exemple, qui est situé en bordure d'une ville, il y a une probabilité importante, comme on l'a vu dans le début de cette vidéo, qu'un jour il passe constructible. Pourquoi? Parce que les villes grandissent, elles s'étalent, on a de plus en plus d'activités économiques, dans toutes, encore une fois, il faut faire son étude de marché correctement, mais tout ça fait que on a de moins en moins de terrain en bordure des villes qui va rester agricole et de plus en plus qui va passer constructible. Sauf qu'un terrain au prix d'un terrain agricole qui passe constructible, sur la mise, c'est entre x5 et x10 sur le prix d'achat. Donc ça peut être un énorme jackpot qui sera peut-être pas pour vous, peut-être pas pour vos enfants, mais peut-être pour vos petits-enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains investisseurs qui ont déjà des gros portefeuilles immobiliers vont acheter ce genre de terrain en bordure de ville pour faire ce qu'on appelle de la réserve foncière ou du stock foncier, et petit à petit le découper en différentes parcelles et puis essayer de faire passer une parcelle constructive, puis une deuxième, puis une troisième, et chaque année comme ça arriver à écumer une partie de leur stock afin de faire du cash et de repartir sur d'autres opérations. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive. N'hésitez pas à la partager, à la liker, encore une fois, ça montrera à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo et une chaîne YouTube de qualité. Bien évidemment, ça l'est, c'est pour ça que vous regardez. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si jamais vous avez des questions sur ce genre d'investissement un petit peu particulier. Je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.